Parfums, sacs à main, montres, allez-vous acheter un produit contrefait lors de vos courses de Noël? Tout secteur confondu, le commerce mondial de la contrefaçon s'élèverait à plus de 200 milliards d'euros par an. Alors que le phénomène ne montre aucun signe de ralentissement en Europe, nous nous sommes rendus aux Pays-Bas, l'une des principales portes d'entrée de l'Union pour les produits contrefaits. Le reportage de Paul Hackett. Les marchés, l'une des lignes de front de la guerre contre la contrefaçon. Ces inspecteurs ont repéré sur des étals en plein Amsterdam des copies de grandes marques. Un commerçant est dans leur ligne de mire. Il clame son innocence mais finit par accepter de payer une amende pour éviter que la police ne soit alertée. Qu'est-ce qui n'allait pas? Ils vendaient des vêtements qui portaient le logo Louis Vuitton. Le logo n'était pas complet, mais on n'a pas le droit de l'utiliser. Le logo est protégé et ses ventes sont interdites. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On saisit les produits et il devra payer une amende pour avoir utilisé la marque. Mais ce genre de saisie représente bien peu de choses à l'échelle de ce fléau mondial. Chaque année, 450 millions de tonnes de fret transitent par le port de Rotterdam, le plus grand terminal à conteneurs d'Europe. Pour les douaniers, intercepter des produits contrefaits, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et ces produits, comment savez-vous qu'ils sont faux? Simplement en lisant les informations sur le produit, il y a des erreurs. Comme quoi? On peut voir qu'il est écrit blanc. Eh bien, je ne crois pas confondre les couleurs, c'est noir. Donc c'est une erreur. Et d'après vous, quelle est la quantité de marchandises de ce genre qui passent par Rotterdam? Il y en a beaucoup, beaucoup, des conteneurs entiers. La quantité de produits qui passent par Rotterdam est énorme et nos effectifs de douaniers sont limités pour dénicher les faux. Ok, donc vous devez en quelque sorte deviner ce qui arrive. À partir d'éléments concrets quand même. À partir d'éléments concrets, ok. Mais les ports comme Rotterdam ne sont pas le seul terrain où les douaniers doivent agir. Le trafic postal est aujourd'hui, d'après les autorités néerlandaises, la principale porte d'entrée des faux en Europe. Cette évolution s'explique en grande partie par Internet. Les contrefacteurs voient de plus en plus dans l'envoi postal l'un des meilleurs moyens de faire entrer leurs produits sur le territoire de l'Union. Les organisations qui protègent les grandes marques européennes réclament, elles, que l'on renforce les moyens de contrôle des douanes en matière d'envois postaux. Les services des douanes doivent s'adapter à l'évolution de ce phénomène. Le commerce de la contrefaçon est passé de l'eau envoyée ou transitant en vrac à des expéditions par la poste. Nous voulons être aux côtés des douaniers, les assister dans l'identification des colis, veiller à ce que les faux soient stockés puis détruits à nos frais. Et c'est de cette manière que l'on essaie de bâtir une nouvelle coopération avec les autorités douanières. Face à l'essor des achats sur le web, ce spécialiste met en garde contre les prix affichés sur la toile, parfois trop alléchants pour être vrais. Ils sont bien souvent synonymes de contrefaçon. Les consommateurs pourraient alors ne pas en avoir pour leur argent, en raison de la moindre qualité de ces produits et des risques qu'ils peuvent représenter pour la santé. Pour aller plus loin sur le sujet, nous accueillons Christophe Zimmermann de l'Organisation mondiale des douanes et John Anderson, président du groupement global anti-contrefaçon. Messieurs, merci d'être avec nous dans On the Front Line. Christophe Zimmermann, nous commençons à penser à Noël. Quels seraient, si l'on peut dire, les cadeaux phares, stars de la contrefaçon cette année? Tous les jouets. Il n'y a pas un jouet qui évite la contrefaçon, donc dans leur entièreté. Tous les produits qu'on va consommer à Noël, les produits alimentaires, on a une augmentation assez ahurissante de plus de 2000% de produits alimentaires contrefaisants. Et puis tout, par exemple, vous avez ce genre de petits produits pour les enfants, c'est des sirops glucose qui imitent évidemment une marque connue. Vous avez des jouets, ces fameuses, vous savez, ces fameux Beyblades, sans faire de publicité, mais ces fameuses toupies, où vous voyez par vous-même que ça se désosse de même. On ne sait pas s'il y a des peintures, s'il y a de la peinture, des métaux lourds. Bref, il y a tout à la fois le problème de la marque, mais également le problème de la santé et de la sécurité des consommateurs et des jeunes enfants en particulier. On a l'impression que tout peut être contrefait. Vous constatez ça aussi? Ah mais tout.
Tout ce qui se vend, tout ce qui s'achète. Aujourd'hui, on a une telle hausse de qualité de la technologie que c'est un jeu d'enfant pour les contrefacteurs de reproduire quasi à l'identique les produits qu'ils souhaitent. Tout, y compris le sang humain, madame. John Anderson, dans quelle mesure doit-on s'inquiéter ? On devrait beaucoup s'inquiéter parce qu'il ne s'agit pas simplement de produits dont la sécurité est relative. Les produits sont de toutes sortes, en particulier en cette période de l'année. Entre proches, on s'offre beaucoup de produits électriques, de l'électroménager, des outils électriques, et on sait qu'il y a beaucoup de contrefaçons dans ces catégories d'objets et qu'ils représentent un vrai danger pour la santé. Les gens y voient aussi un intérêt, on peut être à court d'argent et se dire que la contrefaçon permet de se payer certaines choses. Il y a deux contre-arguments. Vous n'en avez pas pour votre argent puisque vous achetez quelque chose qui est presque toujours de très mauvaise qualité. Et ce produit ne sera pas garanti, il n'y aura pas de service après-vente, il ne répond pas aux normes. Les contrefacteurs savent bien qu'ils n'ont pas besoin de les respecter. Si nous regardons le marché du luxe, nous avons invité plusieurs des grandes marques à participer à ce programme. Aucune n'a accepté notre invitation. On a l'impression que c'est un sujet tabou pour eux, la contrefaçon. C'est pas tabou, c'est un véritable problème. Mais ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas, mais ils agissent de plus en plus. Ils agissent à nos côtés. Ils viennent nous aider. Et ça, c'est une réalité. Chose qui n'était pas le cas, et je pense notamment au monde de la pharmacie il y a quelques années. Aujourd'hui, on a toute l'industrie pharmaceutique avec nous parce qu'ils se sont rendus compte de la pandémie. On se trompe si on reste concentré sur les produits de luxe. Vous disiez à mon collègue que les marques ne font pas preuve de bonne volonté. L'un des meilleurs exemples, ce sont les constructeurs automobiles qui sont très peu enclins à mettre en garde contre les pièces de rechange contrefaites, comme les garnitures de frein. Parce que s'ils le faisaient, leur marché légal s'effondrerait. Et ils doivent le reconnaître. Pourquoi n'admettent-ils pas que les produits contrefaits existent? Quel est le lien? Parce que les gens ne font pas la différence entre les produits. Mais si les gens vont chez le constructeur pour acheter la pièce de rechange? Parfois, les pièces contrefaites sont vendues dans des points de vente légaux. C'est extrêmement difficile d'informer le public dans le détail sur ce qui est original et ce qui est faux. Les freins de voiture sont une chose, la mode en est une autre. Il n'y a pas les mêmes risques quand il s'agit d'articles de mode. Pas nécessairement parce que les profits générés par les criminels impliqués dans le commerce des sacs à main alimentent d'autres secteurs du crime organisé. Les trafics de drogue, d'armes, la traite d'êtres humains, le blanchiment d'argent et toutes sortes de choses. Donc, de manière indirecte, c'est tout aussi risqué d'acheter un produit de luxe contrefait. Changeons de domaine et écoutons David Shore. Il travaille pour le géant pharmaceutique Pfizer et il nous donne son point de vue sur ce qu'il faudrait faire pour mieux protéger les consommateurs. À mon avis, un certain nombre de choses doivent changer. Les législations varient tellement d'un pays à l'autre. Les sanctions sont différentes selon les pays. Nous devons mettre en place un système où les sanctions correspondent au délit et où la contrefaçon est vue comme un délit grave qui peut avoir des conséquences très sérieuses pour les citoyens. Actuellement, un certain nombre de pays ne prennent pas ce sujet suffisamment au sérieux et ne voient pas le préjudice potentiel qui découle de ce délit. Les produits pharmaceutiques contrefaits sont effectivement un autre motif de préoccupation. La contrefaçon dans son ensemble est-elle suffisamment prise au sérieux par les tribunaux européens? Non, on dit aussi souvent que c'est un délit sans victime. Une partie du problème réside dans l'application des législations. Les textes existent presque toujours. Ceux visant les médicaments dangereux sont beaucoup plus sévères que ceux sur la contrefaçon et le piratage. Mais se pose tout le temps le problème de leur application, de l'interprétation des textes et de la possibilité de mener une action en justice. Un certain nombre de procédures se soldent finalement par un échec parce que les juges concluent à l'absence de préjudice pour la société. Les biens qui sont de passage et qui passent par l'Europe ne sont plus, ne peuvent plus être interceptés. Oui, comment cela a agi sur votre travail? Ça a impacté énormément, puisqu'on est à moins 70% de produits interceptés à cause de cette... Enfin, à cause, qui découle de la décision de cette Cour de justice européenne, c'est ce qu'on appelle l'arrêt Nokia-Philips, qui dit qu'aujourd'hui, toutes les marchandises en transbordement ou en transit, on a pu aller contrôler, à moins d'être à peu près certain qu'elles vont être reversées sur le marché communautaire. Alors, comment voulez-vous savoir que ça va être sur le marché communautaire? Aujourd'hui, l'Europe
d'un point de vue contrôle, eh bien l'Europe laisse passer les contrefaçons qui vont dans le monde entier. C'est important, ça veut dire plus 73% de saloperies qui se baladent dans le monde. Mais vous le témoignez, vous avez témoigné une hausse évidente depuis cette décision. C'est évident, madame, c'est évident. Les statistiques sont là, les statistiques sont publiées par la Commission européenne. Et nous, douaniers, que ce soit les douaniers européens ou les douaniers dans le monde entier, on voit très bien qu'aujourd'hui, ils n'ont plus peur de passer par l'Europe. Et ça passe, et ça va vers d'autres pays, mais on n'a aucune preuve que ça ne revienne pas. Noël approche, quels conseils pouvez-vous donner à ceux qui sont en train de réfléchir à ce qu'il y aura sous le sapin cette année ? Le meilleur conseil que je pourrais donner, et c'est ce que je dis depuis des années, c'est d'être attentif lorsque vous faites un achat. Si vous n'êtes pas dans un point de vente légal, si vous êtes sur un marché, dans une brocante, que quelqu'un vous aborde dans un pub ou dans la rue pour vous vendre quelque chose, la plupart du temps, c'est pour vous vendre une copie, un produit de qualité inférieure, voire un objet volé. Alors soyez attentifs. Si vous n'êtes pas dans un point de vente décent et renommé, même chose pour un site internet, vous allez probablement acquérir un produit contrefait. Christophe Zimmermann. La grosse difficulté aujourd'hui, c'est que malheureusement, sans tomber dans une mégalomanie ou une mythomanie un peu facile, on trouve de la contrefaçon dans les grandes surfaces. C'est arrivé. Ils font très attention, mais ça arrive. On trouve même des faux médicaments dans les pharmacies en Europe. Donc, vous savez, il faut faire attention, c'est sûr. Il faut s'assurer de... On ne tombe pas dans la paranoïa, encore une fois, hein, parce qu'il y a quand même des saisies. En Europe, on est protégé. Ce n'est pas le cas du monde entier. Hein. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à On the Frontline. D'après les chiffres les plus récents, 115 millions de produits contrefaits ont été saisis aux frontières de l'Union européenne sur un an. Près du tiers d'entre eux ont été déclarés dangereux pour la santé. Paul Hackett et moi, nous vous avons proposé notre dernière édition de l'année. Merci d'avoir suivi On the Frontline.